Dans le chapitre 2, nous allons voir comment intervient l'immunité adaptative. Elle intervient après l'immunité innée. Elle est lente et elle est spécifique. Alors d'abord, grâce à un schéma, on va voir le lien entre l'immunité innée, qu'on a étudié dans le chapitre 1, et l'immunité adaptative qui apparaîtra dans ce rectangle à la fin du chapitre. À l'extérieur de notre corps, on trouve des pathogènes. Ici, un virus. Nous sommes protégés par des barrières naturelles qui sont la peau et les muqueuses. Mais parfois, les virus peuvent entrer. Quand ils entrent, on parle de contamination. Des cellules sentinelles patrouillent partout dans notre corps et peuvent rencontrer l'élément à éliminer, l'antigène, grâce à des récepteurs qu'elles possèdent à leur surface que l'on appelle des récepteurs PRR. Les PRR reconnaissent des motifs communs à tous les pathogènes que l'on appelle PAMP. Après reconnaissance entre la cellule sentinelle et le virus, des médiateurs chimiques de l'inflammation sont libérés. Ce sont des molécules qui vont être responsables des 4 symptômes de la réaction inflammatoire aiguë: rougeur, gonflement, chaleur et douleur. L'objectif étant de permettre la migration de globules blancs sur le lieu de l'inflammation, comme des granulocytes ou des monocytes, qui vont se transformer en macrophages. Ce sont des cellules phagocytaires capables de réaliser la phagocytose. Après élimination de l'élément étranger, la cellule phagocytaire devient une cellule présentatrice d'antigènes. Elle présente à sa surface des antigènes du virus associés à des molécules du CMH. Elle présente l'antigène acquis, elle le présente à des cellules de l'immunité adaptative. C'est ce qu'on va étudier dans le chapitre 2. Alors comment l'immunité adaptative permet-elle l'élimination des éléments pathogènes? C'est la problématique du chapitre. On va voir le rôle de différents lymphocytes. À chaque fois, dans l'immunité adaptative, ce sont des lymphocytes, un certain type de globules blancs qui interviennent. Et il y a plusieurs types de lymphocytes. Les premiers que l'on commence à étudier, ce seront... Notre corps possède tout un tas de lymphocytes B, on les voit représentés ici. Chaque lymphocyte B possède à sa surface des anticorps membranaires, des molécules en forme de Y, capables de reconnaître les antigènes. Les couleurs différentes, jaune, vert, bleu, rouge, représentent la spécificité de ces anticorps membranaires. Cela veut dire que l'anticorps membranaire rouge peut reconnaître un certain antigène, on va dire l'antigène rouge. L'anticorps membranaire bleu reconnaît un antigène bleu. L'anticorps membranaire jaune reconnaît un antigène jaune, etc. Ils ont des spécificités différentes. Voyons voir de plus près à quoi ressemble un anticorps membranaire. Un anticorps membranaire est une molécule en forme de Y qui est formée de 4 chaînes. Et à l'extrémité de 2 chaînes, ici en rouge, on voit un site de reconnaissance pour l'antigène. En fait, il y en a 2 sites de reconnaissance sur chaque anticorps membranaire. Ici, en jaune, est représentée une bactérie qui possède à sa surface des déterminants antigéniques, des antigènes spécifiques. On voit que cet anticorps membranaire, mais celui-là, enfin les anticorps membranaires de ce lymphocyte B, peuvent reconnaître de manière spécifique cette bactérie ou ces déterminants antigéniques à la surface de la bactérie. On dit alors que ce lymphocyte B est sélectionné. Une fois sélectionné, il va se multiplier. On appelle cette étape la prolifération clonale. Puis, troisième étape, ces lymphocytes B se différencient en plasmocytes, c'est-à-dire des cellules capables de sécréter, ça veut dire de produire et de libérer, des anticorps, cette fois-ci circulants, ils ne sont plus attachés à la membrane, ils ont la même spécificité, ce sont les anticorps bleus, capables de venir se fixer sur les antigènes de la bactérie à éliminer. Ils forment alors ce qu'on appelle des complexes antigènes-anticorps ou des complexes immuns. Dans le cours, le schéma correspondant à ces 3 étapes est celui-ci. Donc on voit des lymphocytes B, ici, avec chacun des anticorps membranaires, avec des formes différentes. Ici, ce ne sont pas des couleurs, mais des formes qui représentent des spécificités différentes. Un antigène vient d'entrer, exemple, une protéine du VIH, le virus qui provoque le sida. Il est représenté ici par des billes vertes. Et on voit que parmi tous les lymphocytes B qui existent, un seul a le bon anticorps membranaire pour reconnaître cet antigène. On dit alors qu'il est sélectionné, on parle de sélection clonale. Deuxième étape, ce lymphocyte B qui a été sélectionné va se multiplier par mitose. 1 en donne 2, puis à nouveau 2, et donc on obtient
des clones de ces lymphocytes B qui possèdent tous le même anticorps membranaire. Cette deuxième étape est la prolifération clonale. Troisième étape. Alors en fait, c'est un peu plus complexe que ce qu'on a vu dans l'animation. Une partie des lymphocytes B va se différencier en plasmocytes, PL c'est plasmocytes, cellules capables de sécréter des anticorps libres qui ont la même forme, vous voyez, que les anticorps membranaires qui étaient fixés sur le lymphocyte B. Donc ces anticorps libres vont pouvoir reconnaître l'antigène, se fixer dessus et le neutraliser. Mais une autre partie des lymphocytes B, ce qu'on n'avait pas vu auparavant, va se différencier en lymphocytes B mémoire. Ce sont des cellules qui ont une durée de vie longue, ils peuvent parfois vivre même toute votre vie, et ainsi vont vous apporter une immunité pour la suite. Si vous rencontrez à nouveau le même antigène, celui qu'on avait vu au départ, eh bien vous posséderez déjà toute une population de lymphocytes B qui possèdent le bon anticorps membranaire pour le neutraliser. Et donc, ça évitera que vous ayez à nouveau les symptômes. Voyons maintenant la structure des anticorps. Les anticorps, ou appelés aussi immunoglobulines, sont des protéines. Comme toutes les protéines, ils sont faits d'un enchaînement d'acides aminés. Les acides aminés forment des chaînes. En fait, il y a 4 chaînes. 2 chaînes représentées en rouge, qui sont des chaînes lourdes, ou heavy en anglais. Ce sont des chaînes d'acides aminés. Et 2 chaînes légères, représentées en verte, 2 chaînes légères ou light, ici puisqu'elles sont moins longues, donc il y a moins d'acides aminés pour les constituer. Ces chaînes sont attachées entre elles par des ponts disulfure. On a donc une forme de Y. Dans ces chaînes, ce qu'on repère, c'est qu'il y a des régions variables. À l'extrémité des chaînes, ici, on a des régions variables. Et dans cette partie, une région qu'on appelle constante. Qu'est-ce que ça signifie, variable ou constante? Eh bien, constante signifie que si je compare cette chaîne qui est en rouge ici avec la chaîne d'un autre anticorps, eh bien, j'aurai la même succession d'acides aminés. Je peux comparer les chaînes avec le logiciel Génigène ou Anagène. Alors que si je compare cette partie-là de la chaîne rouge avec une chaîne rouge d'un autre anticorps, eh bien je n'aurai pas la même séquence d'acides aminés. Donc d'un anticorps à l'autre, la séquence d'acides aminés varie dans cette partie-là, alors qu'elle est constante dans cette partie-ci. En fait, cette variation permet d'obtenir la spécificité de chaque anticorps. Un anticorps a 2 sites de reconnaissance pour l'antigène. Il va reconnaître l'antigène ici, on a un site de reconnaissance, et là, un autre site de reconnaissance. Une autre population de lymphocytes intervient, ce sont les lymphocytes T, et il y a 2 types de lymphocytes T. Alors pour les distinguer, on utilise des molécules qui sont présentes à leur surface. Certains lymphocytes T ont des marqueurs CD8, donc on va les appeler lymphocytes T8 ou TCD8, et on verra plus tard une autre population de lymphocytes T qui a des marqueurs CD4, qu'on appellera lymphocyte T4 ou lymphocyte T CD4. Quel est leur rôle? Voici une de nos cellules. Les virus sont des parasites intracellulaires. Pour pouvoir se multiplier, ils doivent intégrer leur patrimoine génétique dans une cellule. Voyons voir le virus de plus près. Le virus est tout petit par rapport à la cellule. Il a une structure simple, une enveloppe et à l'intérieur, en bleu, son patrimoine génétique, qui peut être soit sous forme d'ADN, soit sous forme d'ARN. Pour se multiplier, il va infecter une cellule et intégrer son ADN dans la cellule hôte. On peut dire que c'est un parasite intracellulaire. La cellule lit l'ADN du virus, ne fait pas la différence avec son propre ADN, et produit des protéines du virus, qu'elle exprime à sa surface. Cette cellule va donc pouvoir être repérée par un lymphocyte T8. Nous possédons tout un tas de lymphocytes T8 avec des récepteurs à leur surface qu'on appelle des récepteurs T. Chaque récepteur est spécifique d'un antigène. Il peut reconnaître un antigène associé à des molécules du CMH. Ce lymphocyte T a le bon récepteur T pour reconnaître cet antigène-là dont il est spécifique. Quand il le reconnaît, on dit qu'il est sélectionné. On retrouve la même étape de sélection clonale. Deuxième étape, ce lymphocyte T8 qui a été sélectionné va proliférer, se multiplier. On parle de prolifération clonale. Puis, ils vont se différencier en lymphocytes T cytotoxiques.
il est capable maintenant de produire des molécules qui vont créer des pores, des perforations dans la membrane plasmique de la cellule. Ces molécules, on les appelle des perforines. Ces perforations vont tuer la cellule. Il produit aussi des molécules qui activent des gènes d'autodestruction présents dans le noyau de notre cellule. On parle d'apoptose. Ainsi, la cellule sera détruite. Dans le cours, ça correspond à ces schémas-là. Donc on a une cellule qui est infectée, qui exprime à la surface un antigène viral. Parmi tous les lymphocytes T8 que nous possédons, un seul a le bon récepteur T pour la reconnaître. Il est sélectionné, c'est la sélection clonale. Ensuite, il prolifère par mitose et on obtient des clones de ce LT8 qui possèdent tous le même récepteur T. Ensuite, troisième étape, c'est la différenciation. Les LT8 se différencient en LT cytotoxiques. Ils sont capables maintenant de lyser, ça veut dire détruire, la cellule. Il la détruit, donc on voit le lymphocyte T cytotoxique ici en violet, qui va produire des molécules qui créent des perforations, c'est la perforine. Cela va détruire la cellule infectée et active aussi des gènes qui entraînent l'autodestruction de la cellule. Une troisième population de lymphocytes T intervient